Bonjour à tous, bienvenue dans ce... Ah, j'entends des micros. Merci, bienvenue à tous dans ce webinaire, ce premier de l'année, donc dédié à la qualité de l'air intérieur dans le cadre donc du programme RESET. Je vous propose, nous allons... J'entends un retour son. Nous allons donc vous partager aujourd'hui ce sujet qui est le résultat de plusieurs mois, voire années de travail. Le webinaire, comme d'habitude, il sera enregistré. Les supports de présentation et le replay seront disponibles sur le site internet RESET que maintenant vous connaissez bien. Normalement, les caméras et les micros sont coupés donc des participants. Par contre, vous l'avez compris, nous avons quelques essais pratiques car nous sommes sur 4 sites différents, donc l'hôpital Nord-Franche-Comté, Besançon et Héricourt à la Maison des Énergies. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on relaiera à la fin de chaque séquence les questions aux intervenants. Donc, quelques mots sur le programme régional RESET. Le programme est porté par le Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de ressources de la construction et de la rénovation durable. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours consulter le site du Pôle Énergie et bien sûr sur tout ce qui concerne les thématiques liées au programme RESET sur le site internet du programme. Ce programme a été mis en place en 2021 à l'initiative de l'ARS, de l'ADEME et de la Banque de Territoire. Et c'est une action concrète que vous retrouvez dans le plan régional Santé-Environnement 4 de Bourgogne-Franche-Comté. En 2025, le programme RESET évolue. Quand vous aurez la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien et vous retrouverez les dernières informations liées à ces évolutions. Le pôle énergie travaille toujours sur le bâtiment, la transition énergétique et bien sûr la qualité de l'air intérieur. Et on s'attaquera en 2025 au sujet de l'eau. Et nous sommes rejoints par le RECA sur un ensemble de nouvelles thématiques. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de transition énergétique et de qualité de l'air intérieur. Donc, pourquoi? Parce que c'est un sujet certainement qui va arriver qui va être émergent dans les années futures. Bien évidemment, en parlant de transition énergétique, on travaille sur l'enveloppe du bâtiment et où on va également travailler sur des actions d'économie d'énergie sur les systèmes de ventilation. Comme vous le voyez sur la présentation, on va donc s'intéresser au bâtiment sur son enveloppe et sur les systèmes de renouvellement d'air. Au milieu de tout ça, on a un réseau et in fine, dans le bâtiment, nous avons des usagers et des personnes vulnérables. Comme vous le voyez, l'enjeu de la transition énergétique va être de ne pas engendrer des risques sanitaires par, j'allais dire, erreur de raisonnement ou des systèmes qui auraient pu être dysfonctionnants à la base. Les objectifs en fait du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous partager des travaux qui ont été menés sur plusieurs sites. Donc le premier, c'est à l'hôpital Nord-Franche-Comté qui était engagé dans une démarche de prise en compte des perturbateurs endocriniens et qu'on a élargi à la surveillance de la qualité de l'air intérieur qui se conformera donc avec la future réglementation qui devrait arriver. Et un autre site, donc qui est l'établissement public Les Éparts sur la commune de Chaux, donc également dans le territoire de Belfort, où là, la porte d'entrée a été la prise en compte du risque radon de façon opérationnelle dans les bâtiments, qu'on élargit à une vision plus globale de gestion de la qualité de l'air intérieur, dans la même logique de la future réglementation sur la qualité de l'air intérieur. Et nous vous présenterons pour conclure ce webinaire l'intérêt d'avoir une approche intégrée. En fin 2024 sont sorties les recommandations respiratoires pour le risque infectieux. Et là, l'enjeu, c'est comment faire converger ces enjeux de court terme avec la problématique des virus et des bactéries, avec ceux de long terme, avec la prise en compte de l'exposition passive aux produits chimiques ou du risque radon. Alors, ces travaux ont été possibles grâce à un certain nombre d'intervenants que je vais laisser présenter auprès de l'hôpital Nord-Franche-Comté avec le docteur Berdeloup à qui je passe la main. Alors, Amandine, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Je peux te passer donc je te laisse partager ton écran ou est-ce que tu veux que je fasse défiler les diapositives? Je vais essayer de partager.
Est-ce que là, vous voyez l'écran? Oui, tout à fait. Voilà. Et je vais essayer de faire comme ça. Donc, on va peut-être se présenter pour les personnes qui sont autour de la table ici à l'hôpital. Donc, moi, je suis Amandine Berdeloup, je suis médecin chargée de santé environnementale à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Donc, je vais vous présenter après notre démarche au sein de la crèche. Et pour l'hôpital, je suis avec mes collègues. Je laisse les présenter. Christian Hills, donc conseiller en transition énergétique. Et Étienne Russe, je suis responsable maintenance du site en face. Et puis, nous avons avec nous pour les éparses. Claudia Bebléou, responsable administrative aux éparses, et Jean-Luc Raveau, notre responsable des services techniques, n'a pas pu venir. Voilà. Donc, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de la démarche. Alors, hop. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vous faire part de notre modeste expérience de démarche d'amélioration de la qualité de l'environnement intérieur au sein de la crèche de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Donc, ça implique effectivement le sujet des perturbateurs endocriniens et de la surveillance de la qualité de l'air intérieur, mais vous allez voir qu'on est allé un petit peu plus loin que ça. Donc, rapidement, un petit rappel de contexte qui fait qu'on est entré dans cette démarche. Donc, l'OMS a montré qu'un quart des décès dans le monde et un quart des maladies chroniques sont liés à des facteurs environnementaux. Au sein des facteurs environnementaux est intégrée la question de la qualité de l'air, et donc plus particulièrement la qualité de l'air intérieur, puisque nous passons 80% de notre temps dans des environnements intérieurs, et qu'on sait que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Il y a un certain nombre d'études qui ont démontré maintenant qu'on retrouve des polluants dans l'environnement intérieur, et il y a notamment cette étude pélagique qui date de 2004, et qui est une étude longitudinale qui a suivi pendant 20 ans des enfants bretons depuis la grossesse de la maman. Et au sein de cette étude, ils ont réalisé des analyses dans 150 foyers pour faire des mesures de recherche de polluants de l'air intérieur. Et dans 100% des chambres d'enfants qui ont été évaluées, on a retrouvé des composés organiques volatiles. Parmi ces composés organiques volatiles, le formaldéhyde, qui est, en plus d'être un cancérigène avéré, un perturbateur endocrinien, et ces formaldéhydes étaient présents dans 78% des prélèvements à des taux significatifs. D'autres perturbateurs endocriniens étaient retrouvés sur ces mesures, comme des phtalates ou des parfums synthétiques. Donc cette étude, parmi d'autres, a montré qu'on retrouvait ces polluants et ces perturbateurs endocriniens dans l'environnement intérieur. Et puis, il y a une étude plus récente qui a été menée entre 2014 et 2016, toujours en France, qui a recherché chez 3600 individus, dont un tiers d'enfants, la présence de perturbateurs endocriniens dans les organismes. Et ils ont montré que ces individus étaient imprégnés aussi bien en phtalates qu'en bisphénol, qu'en composés perfluorés, c'est les fameux PFAS ou PFOA dont on parle beaucoup dans l'actualité. Il y avait une imprégnation également en retardateur de flamme bromé, en éther de glycol et en parabènes. Donc, ces polluants qu'on retrouvait dans les chambres et dans les logements dans l'étude précédente, on les retrouve aussi dans les organismes. La présence de ces polluants dans l'environnement intérieur peut amener des effets sur la santé à court terme, à moyen terme et à long terme. Des effets qui sont très variables et que je ne vais pas vous détailler ici, qui dépendent de la nature des polluants, de l'exposition, de la personne qui est exposée et de ses caractéristiques propres. Et on peut avoir, selon les polluants, aussi bien des effets à court terme plutôt irritatifs ou allergiques, que des effets à long terme, comme des cancers, des pathologies respiratoires, des bronchopnéopathies, et des effets aussi sur le système reproducteur et sur les nourrissons, en lien beaucoup avec les perturbateurs endocriniens. Et enfin, on sait que cette pollution de l'environnement intérieur, donc là, c'est une modification d'un support du ministère avec une image de crèche au milieu, mais on peut mettre n'importe quel logement au milieu. On sait que ces pollutions, elles viennent de 3 axes principaux. D'une part, les activités qu'on va avoir au sein du bâtiment. Donc, d'autre part, les matériaux, la décoration, les équipements de ce bâtiment, et puis l'environnement extérieur, notamment la pollution atmosphérique, le radon, etc., vont aussi avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et il y a des déterminants importants
qui interviennent dans ces pollutions, que sont l'humidité, la température du lieu et puis le renouvellement de l'air avec la question des systèmes de ventilation, d'infiltration, etc. Donc c'est à partir de ce constat partagé qu'on a décidé d'agir pour préserver la qualité de l'environnement intérieur pendant la période des 1000 jours, donc de la conception à l'âge de 2 ans, et que nous avons décidé de commencer à travailler à l'hôpital au sein de la crèche hospitalière. On a eu la chance en 2023 de rejoindre un programme qui était financé par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et qui consistait à un accompagnement par la société Safely qui propose en fait des audits des crèches. Et donc, on a pu participer en tant que spectateur à un audit de crèches de la ville de Belfort et suivre l'ensemble de ce projet d'audit et le suivi, le travail sur le plan d'action, ce qui nous a permis, en fait, nous, de reproduire après cette méthodologie en interne. Donc, après une sensibilisation de l'ensemble des membres du groupe projet en novembre 2023, on a pu mener notre audit en autonomie en février 2024. Après une restitution à l'ensemble du groupe projet et des parties prenantes, on a travaillé presque 1 an sur la rédaction d'un plan de transformation et d'un ensemble d'actions dont je vais vous parler un petit peu après. Et là, aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre de ces actions. Pardon, hop. Donc, en termes de méthodologie, cet audit et puis ce plan de transformation est basé en fait sur 260 critères audités sur 5 thématiques différentes. Donc les 5 thématiques étaient l'entretien des locaux, la qualité de l'air intérieur que je vais vous détailler ici, l'hygiène, les loisirs créatifs et les contenants alimentaires, mais c'était en fait l'alimentation en général. Cette slide pour vous présenter rapidement notre équipe projet qui a été montée donc, dès le début, dès 2023, au moment où on a répondu à l'appel à candidature. Donc, vous avez ici quelques personnes de ce groupe, et donc il y a 2 personnes qui pourraient parler à ma place aujourd'hui, qui sont la directrice de la crèche et la directrice adjointe, qui n'ont malheureusement pas pu être présentes. Et puis, ce groupe projet était donc multidisciplinaire avec surtout du personnel encadrant, des médecins en partie gynécologues obstétriciens, une sage-femme, notre conseiller en transition énergétique, un acheteur et notre technicien référent à la ventilation, Monsieur Grus, qui va parler ensuite. Et puis, bien sûr, des membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Pour vous donner quelques éléments pour présenter la crèche, donc c'est une très grosse crèche puisqu'on a 75 places d'accueil, et donc il y avait au moment où on a commencé 140 enfants qui étaient accueillis en roulement en fait, avec des horaires qui sont très larges, de 6h à 21h30 pour l'accueil des enfants. On a des espaces extérieurs, on a une piscine intérieure, ce qui est également une particularité, et puis l'alimentation vient de la cuisine centrale de l'hôpital. Cette crèche, elle est assez récente puisqu'elle a été construite comme l'hôpital en 2017, et pour le moment, on n'a pas eu de rénovation importante. Elle s'étend sur une superficie de 1072 m², les sols sont en PVC et on a un chauffage au sol par circulation d'eau chaude. Avant de faire l'audit, on a commencé à faire un état des lieux de l'ensemble des produits qui étaient présents sur la crèche, donc produits aussi bien d'hygiène que de ménage. Donc on a eu déjà la bonne surprise à ce stade-là de voir qu'on n'en avait pas beaucoup, parce que la première action, c'est de réduire et de garder un nombre de produits minimum, et après de d'éplucher les fiches techniques et les fiches de sécurité de ces produits pour conserver ceux qui sont sans effet nocif sur la santé et l'environnement, ou changer pour ceux qui ont des effets problématiques. Donc ça, c'est une représentation un petit peu des résultats de l'audit sur les 5 grands axes que je vous ai présentés tout à l'heure, et puis on fera un focus sur la qualité de l'air intérieur. La bonne surprise à ce stade-là, c'était de voir qu'on partait pas de zéro et qu'on avait quand même en vert un certain nombre de pratiques qui étaient déjà en place sur les 260 critères dont je vous parlais tout à l'heure. Sur la qualité de l'air intérieur, simplement, il y avait déjà 75 critères qui étaient évalués initialement. Et je vais pas vous citer les 75 critères, mais je vais vous en citer simplement quelques-uns pour vous montrer les pratiques qui étaient déjà en place et que vous ayez un peu une idée des critères évalués. Donc, le fait de ne pas avoir de chauffage d'appoint à combustion, c'était une bonne chose. Le fait de ne pas avoir des appareils qui pouvaient émettre de l'ozone dans les salles où il y avait des enfants, c'est également une bonne chose. On avait des dortoirs qu'on pouvait
aérer manuellement avec des ouvrants disponibles, on verra que pas toujours accessibles. On avait un nombre d'enfants qui était respecté par rapport à la surface disponible dans les dortoirs. Et puis, on avait une réglementation radon qui était respectée. Pour ce qui est des bouches d'extraction et d'entrée d'air, c'était propre. La VMC fonctionne correctement, sans nuisance pour le personnel en place. L'hygrométrie était respectée entre 40 et 60%. Et puis, on avait un contrat de maintenance qui garantissait un contrôle de la VMC une fois par an et un nettoyage des bouches d'aération une fois par an. Il y avait néanmoins des pratiques à améliorer. Je vous ai mis quelques exemples. Bah, déjà, on avait fait jusque-là aucune mesure de CO2. On a des pièces où effectivement il y avait possibilité d'accéder à d'avoir des fenêtres pour aérer en plus de la ventilation, mais les fenêtres ne sont pas toujours accessibles. On avait beaucoup de matériel en plastique. Ça, c'est une salle, vous avez en haut à gauche une salle d'activité pour les enfants avec potentiellement beaucoup de composés organiques volatiles libérés par ces produits. Donc ça, c'était les différents critères sur la qualité de l'air intérieur. Donc on avait 2 éléments où on n'avait pas beaucoup à progresser, c'était gérer l'impact de l'équipement sur la qualité de l'air et puis maîtriser la ventilation. Mais on va vous montrer qu'en termes de contrôle, notamment du CO2 et de respect des décrets de la qualité de l'air dans les ERP, on avait encore des progrès à faire et je vais laisser la parole à mes collègues. En fait, on partait assez confiant parce que le bâtiment est relativement récent. On avait une ventilation double flux composée de 4 centrales, une par secteur, qui permet, entre guillemets, de ventiler les dortoirs et toutes les pièces d'activité. Et on a fait là un premier contrôle via la société APAV et on s'est aperçu que finalement, le bilan il n'était pas aussi positif que ça. On s'est retrouvé avec des valeurs qui dépassaient le seuil de 800 ppm au niveau du CO2. Donc, sachant que c'est une valeur qui est diluée au niveau du groupe puisqu'elle reprend plusieurs salles. Et du coup, l'intérêt, ça a été suite à ça, de faire des réglages sur le groupe de ventilation pour essayer d'améliorer la situation. Donc en fait, on a une régulation qui permet de maintenir le CO2 constant et de surventiler la pièce en fonction d'une sonde de reprise. Et si on prend les courbes, entre guillemets, du secteur global, on est largement en dessous des 800 ppm. Et par contre, quand on prend local par local, eh ben, on n'est pas forcément bon. Donc là, on peut le voir. Là, c'est une courbe qui a été faite au niveau de la centrale. Donc, on voit très bien que le seuil de 800 ppm n'est pas atteint ou on flirte avec, c'est tout. Donc, la régulation se fait bien. Et voilà, pour rejoindre ce que disait mon collègue, c'est que dans le local, dans les locaux, individuellement, on peut retrouver des montées en CO2 plus importantes que le seuil de 800 ppm. Donc là, c'est une analyse qui a été faite en automesurage. Donc c'est, on va dire, en intermédiaire à part, pour pas à chaque fois repayer une intervention. Et suite à un réglage de ventilation, on fait cet automesurage pour contrôler que les réglages sont satisfaisants ou pas. Donc là, on peut voir sur le petit graphe la courbe de CO2, donc c'est le bleu ciel tout au-dessus. Et on se retrouve avec des valeurs supérieures au seuil même de 800 largement. On est à 1200, enfin voilà. Donc, on voit que les réglages n'apportent pas toutes les satisfactions. Comme ça a été dit juste avant, la crèche a été construite en 2017, livrée en 2017, construite à partir de 2015 et avec des normes de construction qui étaient antérieures encore. Donc, on peut s'apercevoir que les valeurs de renouvellement d'air ne sont pas forcément ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Je prends la parole simplement pour terminer, pour vous montrer qu'en dehors du travail qui a été fait sur les mesures de CO2, on a mené déjà d'autres actions, notamment remplacer la vaisselle pour éliminer la vaisselle plastique, changer notre choix de couches pour des couches avec moins de polluants problématiques pour la santé des enfants, changer des produits d'hygiène.
et changé notamment, enfin réduit l'utilisation des détergents et des désinfectants grâce à l'utilisation de microfibres pour le nettoyage des sols. Puis vous voyez aussi qu'on est dans des réflexions pour mener des activités et jouer autrement en essayant des petites recettes de peinture alimentaire notamment. Donc au total, on a 106 des 235 actions ciblées qui sont à maintenir, et puis tout le reste, c'est à faire. On est à un peu plus d'une quinzaine d'actions déjà en place depuis l'audit. Donc, pour conclure, nous sommes engagés dans une démarche globale d'amélioration de la qualité de l'environnement intérieur, au-delà de la chasse aux perturbateurs endocriniens et des polluants chimiques. Cette démarche, elle a été grandement facilitée par l'accompagnement d'une part de Safely grâce à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et d'autre part dans le cadre du programme RESET pour tout ce qui était en lien avec la qualité de l'air intérieur. L'organisation en équipe projet pluridisciplinaire est une nécessité pour mener à bien ce type de démarche, et la sensibilisation en amont de l'équipe projet, aussi bien sur les perturbateurs endocriniens que sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur, sont des prérequis indispensables pour que l'ensemble de l'équipe projet aille dans la même direction. Dans le cadre de notre travail, on a la chance de rencontrer l'équipe des EPARS par l'intermédiaire de notre conseiller en transition énergétique commun, et puis aussi les collectivités des villes de Belfort et de Besançon dans le cadre des travaux avec Safely. Et tout ça, ça nous permet du partage d'expériences réciproques, et ça nous a même conduit à réaliser des projets communs comme cette soirée de sensibilisation sur le tabac et radon qu'on a fait en commun avec nos 2 établissements. Notre équipe projet est montée en compétences, on peut le dire maintenant, sur les sujets de la surveillance de la qualité de l'air intérieur pour les ERP, et ça nous met un petit peu en confiance pour les travaux à venir dans les mois qui viennent sur les recommandations respiratoires. Donc enfin, pour vous dire que c'est une démarche qui nous mène toujours plus loin, parce qu'on a commencé sur les perturbateurs endocriniens, on a continué sur la surveillance de la qualité de l'air intérieur, puis maintenant on commence à se poser des questions sur l'air extérieur également, et tout ça dans l'ambition modeste de se dire qu'un polluant en moins, c'est toujours une chance en plus. Voilà, merci de votre attention. Merci Amandine pour cette présentation. Merci à Étienne aussi, à Christian, parce que l'intérêt et les enjeux, c'est bien d'être en équipe pluridisciplinaire. Je vous propose un petit temps de questions-réponses. Alors, donc, dans le chat, vous pouvez retrouver les questions partagées. Alors, la grille d'audit sur la qualité de l'air intérieur intégrant les perturbateurs endocriniens de la crèche, est-ce qu'elle peut être communiquée? Comment ça peut se passer? C'est une question qu'on retrouve donc dans le chat. Bah, je pense pas qu'on puisse vous la communiquer, puisque c'est une grille qui a été créée par l'entreprise Safely, justement. Donc, nous, on y a eu accès grâce à l'intégration de la réponse à cet appel à candidature, en fait. Elle n'est pas en accès libre. Alors, la question qu'on pourra se poser peut-être pour le futur, c'est de se dire comment arriver à démocratiser finalement une démarche qui au début était expérimentale et l'élargir à d'autres. Deuxième question, le taux de CO2 est-il fait par une sonde CO2 en général, ou y a-t-il une sonde par pièce? Et là, c'est une question pour Étienne ou pour Christian? Une sonde globale sur l'Arcus de la centrale de traitement d'eau. Une sonde globale. Et question complémentaire, finalement, pour les 800 ppm qui ne sont pas respectés, est-ce que les salles concernées sont équipées d'ouvrants? Oui. Donc, oui. Oui. Donc, merci pour votre retour. Et effectivement, c'est là où on voit que lorsque les équipements arrivent à leurs limites, mais l'enjeu, c'était déjà de comprendre comment ils fonctionnent, effectivement, la présence des ouvrants devient indispensable. Question complémentaire sur les questions de la sonde. À quelle hauteur se trouve la sonde? La sonde est dans la Genderprise au niveau de la centrale, donc elle est dans les conduites. Et c'est une sonde qui est placée dans la Genderprise. Oui, et en fait, pour compléter, c'est qu'en fait, la crèche, donc c'était combien? 1000 mètres carrés, 1700 mètres carrés, je ne me rappelle plus. Oui. En fait, sont découpés en 4 secteurs. Et en fait, Oui. c'est sur le conduit de reprise principale. Donc, en fait, il y a un problème de dilution. Oui, il y a 4 zones, en fait, et il y en a... La centrale par zone. Voilà. On a ce qu'on vous a montré sur le plan, c'est une centrale qui fait une des 4 zones. Et dans cette zone, en fait, on va avoir plusieurs pièces. Donc, on va avoir des salles de jeu,
des dortoirs, des salles de repas. Et voilà. Les analyses qu'on a pu faire elles vont être localisées dans une pièce et on voit qu'il y a une divergence entre ce que la centrale voit de manière diluée et puis ce que nous, on peut voir avec notre capteur dans la pièce, par exemple, de restauration. Et c'est là où il est important de maîtriser ces systèmes. Et avant d'engager des économies d'énergie ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance de ces équipements. Il y a eu une autre question. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Les parents des enfants accueillis ont-ils bénéficié d'une sensibilisation également? C'est une bonne question parce que j'ai oublié de vous en parler, mais l'enjeu est effectivement déjà double sur le fait de travailler à la crèche, c'est que les parents, c'est nos professionnels et qu'on a bien envie après d'aller plus loin au sein de l'établissement. Donc il y a des ateliers qui sont proposés à destination des parents, qui sont des ateliers nesting, donc qui sensibilisent à la qualité de l'environnement intérieur pendant les 1000 jours. Et puis on a aussi relayé un petit peu de la communication, on a fait savoir qu'on était dans cette démarche, on a mis des autocollants qui indiquait qu'on luttait contre les polluants de l'air intérieur. Autre question, alors là on retrouve, alors c'est plus l'aspect réglementation de la qualité de l'air intérieur. Le questionnaire relatif à l'autodiagnostic réglementaire n'est-il déjà pas un bon audit? Amandine, je te laisserai compléter Oui. parce qu'en fait, justement, on est parti des perturbateurs endocriniens. On a élargi justement à la compréhension de ce cadre réglementaire par rapport à l'autodiagnostic. Alors, pour moi, je dirais c'est un bon départ, mais il n'est pas suffisant. Et l'intérêt donc de l'expérimentation, et Amandine va compléter, pour moi, justement, c'est d'aller plus loin. Oui, on va beaucoup plus loin en fait que cet autodiagnostic de la surveillance de la qualité de l'air intérieur. On questionne vraiment les pratiques. Je n'ai pas détaillé les autres actes que l'axe qui était appelé qualité de l'air intérieur, mais on va questionner autour des choix de l'alimentation, du respect de la loi Egalim. On questionne sur les pratiques d'hygiène, de soins aux enfants, de nettoyage, etc. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup plus large avec beaucoup de critères que je n'ai pas eu le temps de vous détailler ici. Et c'est là où il est important de comprendre, d'avoir une vision claire des différentes démarches, même si elles convergent dans la même direction qui va dans l'amélioration de la santé future de nos futurs jeunes adultes. Autre question, on retrouve le sujet de la centrale de traitement d'air. La centrale fonctionne-t-elle en foisonnement? Qu'est-ce que vous entendez par foisonnement? Alors, on va laisser compléter la question et puis on reviendra en fait sur ce sujet. La mesure répond-elle aux normes réglementaires entre... Ah, la mesure... là, c'est une question de Madame Alajoanine. Sur les normes réglementaires entre 1,5 et 2 mètres. Je pense que ça revient sur la hauteur en fait de la sonde CO2. Ça, on a répondu. Mais Pour moi, c'est pas les mêmes sondes. C'est En la fait, sonde là où... qui est Oui. au niveau du conduit de ventilation, donc c'est l'air extrait. Et ça ne correspond pas en fait à la mesure au titre du CO2. Et c'est là où l'exercice devient difficile. Ouais. Effectivement, nous utilisons des termes, mais pas dans le même contexte et, pas Alors. pour la même finalité. Et là, effectivement, on va avoir des biais. Et c'est pour ça qu'il est important d'être sur le terrain. Effectivement, là, on passe à travers un webinaire. Est-ce que demain, c'est une idée peut-être pour le futur d'aller se rendre sur place, sur la crèche, pour mieux comprendre et visualiser. Mais effectivement, là, quand on parlait de la sonde CO2 qui a été installée au niveau de la crèche, ça a été d'abord des critères techniques qui ont fait qu'elle a été installée là où elle est installée, mais on ne parle pas du tout de la mesure de CO2 rattachée au cadre réglementaire. Parce qu'en fait, c'était un problème juste de temporalité. Et il est important dans tout projet d'avoir toujours un pilote dans l'avion. Ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête et qu'avec ces biais de communication, on arrive bien à se comprendre en fait. La définition du foisonnement, c'est en fonction du taux d'occupation. Ah, c'est un complément. Ah oui, si c'était en raccord, si la centrale d'air... Ah non, fonctionne-t-elle en foisonnement? C'est Monsieur Girard, je ne sais pas s'il peut compléter en fait sa question. Sinon, je vous propose, en attendant qu'il y ait un complément donc, sur cette question, c'est de poursuivre donc avec un deuxième exemple où la porte d'entrée sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur, ça a été la prise en compte du risque radon. Et donc là, c'est Claudia qui va vous partager les travaux menés sur l'établissement public Les Éparses. Je vous redonne la main.
On vient toujours à l'écran. Donc, au niveau des éparses, nous, comme le disait Karine tout à l'heure, c'est par le biais du radon qu'on a découvert, enfin, qu'on est entré dans la qualité de l'air, parce qu'en fait, on est sur un site dans le nord du territoire de Belfort, sur des terrains granitiques, et donc on est en zone 3 du risque radon, et c'est un risque avéré chez nous, puisqu'on a des résultats positifs au radon quand on pose les dosimètres. Donc, on a en fait un bâtiment historique qui était avant un IME qui est devenu une masse, on verra plus tard, où on a fait de la rénovation énergétique. Et c'est au moment où on a adhéré au RESET. Et là, on avait fait un cahier des charges pour notre rénovation énergétique, faire des économies d'énergie. Et le RESET nous a demandé si on avait pensé à intégrer la qualité de l'air dans notre cahier des charges, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est pour ça que cette slide a été mise. C'est pensez bien, quand vous faites des travaux, à prendre en compte la qualité de l'air. Donc, nous, au niveau des éparses, on a une maison de maître vers le milieu de la photo, là, qui nous sert de bâtiment administratif, donc qui date de 1885, qui a été rénové, changement de menuiserie, isolation des combles, enfin, tout ce qu'on recommande de faire pour isoler et gagner en énergie. Sans tenir compte justement de la qualité de l'air. Donc, on va le voir plus tard puisque c'est un des cas qu'on va présenter. Et ensuite, on a le grand bâtiment en longueur avec plusieurs petits pavillons qui est notre masse 1 qui date des années 70 et qui a été rénové dans les années 90 pour faire un étage pour que les personnes soient une par chambre et qui vient d'être rénové énergétiquement entre 2022 et 2024. Et c'est ces deux bâtiments qui nous posent problème parce que tous nos autres bâtiments, en fait, depuis 2006, on prend en compte le risque radon. Donc, dès la construction, le bâtiment qui est deux bâtiments tout en bas de la photo, par exemple, a été construit en 2017 avec une membrane anti-radon et puis une ventilation possible qui peut être mise en place si la membrane venait à être défectueuse. Notre seconde masse, pareil, a été construite avec un drainage en sous-sol pour évacuer le radon sur les côtés et une membrane en plus. Et les sites construits en 2011, donc foyer de vie, femmes et sages, pareil, ont été construits avec des cheminées d'extraction, une membrane anti-radon et les cheminées peuvent être mécanisées au besoin. Donc, tous ces sites récents depuis 2006 n'ont pas de problématique radon. Par contre, on en parlera plus tard, ils ne sont pas forcément pas de problématique qualité de l'air. Pas forcément lié. Donc, au niveau du radon, il a fallu déjà qu'on s'approprie le concept parce qu'on avait connaissance du radon historiquement, mais sur sa partie ERP, puisqu'on avait été alerté par l'ARS, comme quoi il fallait faire tous les 10 ans des relevés, vérifier qu'on n'avait pas de radon, puis faire des mesures, prendre des mesures pour l'ôter quand on en avait. Par contre, on n'avait pas du tout pris en compte la partie code du travail, c'est-à-dire tous les lieux où on n'accueille pas des résidents. Donc, le fait d'adhérer au RESET, voilà. Le fait d'adhérer au RESET nous a permis de prendre en considération, merci, de prendre en considération ce volet-là. On a aussi, grâce au RESET, appris à mesurer nous-mêmes, parce qu'en fait, pour le code du travail, on a fait appel à notre prestataire habituel de code de la santé publique, et qui est venu poser les dosimètres, qui les a relevés et qui les a envoyés au fournisseur de dosimètres, et puis qui nous a envoyé le rapport, contrairement le rapport du fournisseur de dosimètres, pas un rapport avec analyse et conseil. Contrairement à la partie code de la santé publique, où là, ils nous font un beau rapport en nous donnant des préconisations. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait payé une prestation très chère
et que pour la partie code du travail et entre les 10 ans, quand on fait des travaux et qu'on veut vérifier qu'il n'y a pas plus de radon, il vaut mieux acheter soi-même les dosimètres et faire soi-même les mesures. Mais pour ça, il a fallu qu'on soit formé et c'est le réserve qui nous a montré comment faire. Ça nous a aussi permis de nous approprier nos dispositifs de renouvellement d'air parce qu'on faisait totalement confiance à notre prestataire qui s'occupe de la ventilation. Et on s'est rendu compte qu'il faut quand même contrôler. On a trouvé des bouches complètement inopérantes parce que obstruées par les salissures. Récemment, on vient même de découvrir des clapets qui n'ont jamais été ouverts à l'ouverture du bâtiment. Donc, c'est quand même important. Et comme je l'ai dit au début, maintenant, on intègre le risque radon et la qualité de l'air dans tous nos projets de travaux pour être sûr de ne pas aggraver des situations existantes. Et on a aussi mis en place une organisation de travail pérenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne dans l'établissement qui est au courant de ce qui se passe, parce qu'on a découvert qu'on a M. Raveau qui n'a pas pu participer, qui est au courant de tout, qui connaît tout. Mais quand il va partir, ça nous fait un petit peu peur parce que voilà, tout l'historique, on risque de le perdre. Donc là, ces 3 années qu'on a passées avec Karine nous a permis d'écrire plein de choses et pour pouvoir conserver l'histoire des différents bâtiments. Donc, on a créé un comité d'organisation pluridisciplinaire, alors à notre petite échelle, hein, puisqu'on n'est pas non plus comme l'hôpital aussi grand, on est 4 dans le comité, voilà. Planifier les étapes, c'est-à-dire qu'on fait une action, on vérifie les résultats avant d'en faire une autre, hein, et puis on planifie dans le temps, et puis en sachant que pour le radon, souvent, c'est préconisé de faire les relevés sur les périodes hivernales. Ça nous laisse le reste de l'année en fait, pour prendre des mesures. Mise en place d'une communication efficace et efficiente entre les différents groupes élargis, c'est-à-dire qu'on fait remonter aux directions, qu'on en parle aux agents, qu'on partage avec l'hôpital, Nord-Franche-Comté, nos expériences et avec d'autres établissements. Et donc là, je pense que Karine partagera les recommandations de Dimitri Nassage, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, Laure, pour ceux qui étaient présents, effectivement, à la journée régionale RISET de l'année dernière, on avait l'intervention d'un psychosociologue. Et c'est vrai que donc, le psychosociologue s'appelait Dimitri Naxage, mais s'appelle toujours, et qu'il avait justement expliqué tout l'enjeu d'avoir pour aborder les transitions, c'était créer ce comité d'organisation, planifier les étapes et communiquer. C'était vraiment des enjeux d'organisation de base à mettre en place pour amorcer la transition de façon la plus sereine possible. Je te relaisse la parole, Claudia. Donc, du coup, voilà les 4 membres, hein, Amandine Verdelouc qui vous a présenté la partie crèche, Jean-Luc Raveau donc, qui est absent aujourd'hui, Christian à mes côtés, et puis moi-même. On a intégré donc, dans nos plans d'action, on avait déjà les plans d'action pour la transition énergétique. Du coup, maintenant, on intègre aussi tout ce qui est qualité de l'air en plus du radon. On a rejoint les idées, vu qu'on travaille avec l'hôpital Nord-Franche-Comté, de doter par exemple nos produits d'entretien. Donc, on va passer aussi aux micro-franges aux franges microfibres pour enlever un maximum de produits chimiques. Donc, tout ça, c'est dans notre plan d'action. On a eu le soutien de notre direction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à avancer, sinon on serait bloqué. On va participer avec, en parallèle de l'hôpital au prix de la prévention FHF pour pouvoir relayer les travaux qu'on a faits. On a participé à la soirée tabac dont on a parlé tout à l'heure. Et on forme et on sensibilise notre personnel en interne. En début de réunion, je vais leur expliquer les problèmes de la qualité de l'air pour que eux-mêmes aussi, ils aient leurs propres actions, ouvrir les fenêtres, parce qu'on a beau avoir des systèmes de ventilation, bien souvent, ouvrir une fenêtre, ça va. Nous, on est à la campagne, on n'a pas de grosses routes qui passent. L'air de l'extérieur est peut-être un petit peu pollué, mais elle est toujours moins que celle de l'intérieur.
Donc voilà, cette slide résume en gros la problématique qu'on avait sur notre masse. C'est-à-dire que quand on a découvert, suite au premier relevé, les problématiques de radon dans notre salle polyvalente, qui est en rez-de-jardin, on a équipé la salle d'extracteurs. Comme c'est une grande salle, on a 3 moteurs. Et les moteurs ont été mis à l'installation, branchés à fond. Oui, Oui. Et puissance en maximum. puissance maximale. Mm. Et en fait, quand on a refait des mesures, il s'avère que, je te laisse. Du coup, on s'aperçoit que finalement, les débits extraits et induits ne sont pas les mêmes. On a une dépression et du coup, ben, l'air a été cherché dans des vides sanitaires qui étaient à côté de la salle principale. Donc, ce qui a pu poser problème au niveau des relevés de radon. Mm. Du coup, là, on revoit un petit peu le bâtiment avec les différents un détail sur les salles. Et on peut justement voir en haut à droite la salle concernée. Et finalement, on allait rechercher le radon dans une pièce à côté, puisque l'arrivée d'air n'était pas suffisante pour équilibrer les ventilations. Donc là, on a eu des valeurs qui n'étaient pas bonnes du tout, sachant qu'à l'époque, on était encore sur un seuil de 400 becquerels par mètre cube, et maintenant on est passé à un seuil de 300. C'est pour ça que, vu l'ancienneté des mesures, ça peut prêter à confusion, mais voilà, le seuil à l'époque était de 400. Donc, bon, on s'est retrouvé avec des valeurs bien au-delà. Donc, ensuite, il a fallu faire des mesures de remédiation pour arriver au bon résultat. Donc, moi, dans le cadre de mon intervention, j'ai regardé un petit peu les débits et puis pour regarder ce qu'on pouvait améliorer. Donc, on a recalé les vitesses de moteur pour ne pas extraire trop. En fait, il fallait extraire le juste nécessaire et puis bien équilibrer ces ventilations. Donc là, il y a eu des mesures qui ont été refaites et on peut s'apercevoir qu'on a amélioré les choses. Je laisse quelques secondes pour que les gens puissent voir le tableau. Voilà, mais bon, dans le principe, on voit les choses. Ensuite, on s'est attelé au traitement du bâtiment, donc le château, le bâtiment administratif, où là, en fait, il n'y a pas du tout de ventilation dans le bâtiment. Donc, on a été analysé au niveau du sous-sol, ce qui pouvait se passer, puisqu'on s'est aperçu par des mesures que les valeurs dans les étages, alors la première phase, ça a été par la PAV, où ça a été mesuré en sous-sol, dans les étages, et puis on voit que les valeurs ne sont pas bonnes. Donc là, il y a eu une réflexion, et comme le disait Claudia, c'est que à chaque fois, on fait une mesure, donc ça va être en période de chauffage, période de chauffe, et on fait une action, mais on va refaire des mesures l'année suivante. Donc c'est un peu ce qui est compliqué parce que c'est pas instantané. Mais donc là, on peut s'apercevoir que les seuils ne sont pas bons. On a des valeurs qui ne sont pas très bonnes. Donc surtout pour les locaux où voilà, on a des travailleurs. La sous-station, à la limite, si elle est comme ça, toute seule, bon, c'est pas très gênant. Euh, donc là, suite à ça, on a apporté des améliorations au niveau de la ventilation. Donc on a mis un petit moteur d'extraction dans le sous-sol avec des bouches d'arrivée d'air et des bouches d'extraction. Donc pour justement, le but est d'améliorer les choses et éviter la remontée du radon dans les pièces du haut, donc rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Donc là, on voit les valeurs, première mesure, et puis deuxième mesure. Donc on voit on a bien amélioré les choses. Et sur les deuxièmes mesures, on les a fait en automesurage. Oui. Et on est allé plus loin que ce qu'avait fait notre prestataire. On est allé dans des salles qu'il n'a pas mesurées. On est allé jusqu'au deuxième étage.
Et on s'est rendu compte, parce qu'ils nous disent que c'est les sous-stations, sous-sol et puis rez-de-chaussée, mais en fait que le radon, il monte. Et que là où ils n'avaient pas mesuré, on avait du radon. Et on s'est rendu compte que ça passait par les gaines techniques et les cages d'escalier. Et que du coup, il fallait qu'on remédie de nouveau. Donc le radon, en gros, c'est un gaz naturel radioactif. Il n'est pas dangereux quand il est dilué dans l'air, donc à l'extérieur, et c'est le fait qu'on confine nos bâtiments qui le rend nocif. Et donc, il faut améliorer la ventilation des bâtiments. Donc, ça apporte aussi une solution pour les autres polluants, d'ailleurs. Mm. Donc, nous, comme on a présenté, on a fait une ventilation mécanique. On a décloisonné le sous-sol pour que cette ventilation mécanique soit plus opérationnelle. On est passé par de l'automosvirage pour gagner du temps hein, et puis de l'argent aussi, puisque c'est beaucoup moins cher que par un prestataire. Et ça nous permet, en fait, à chaque travaux de vérifier de façon moindre les résultats. Il faut maintenant qu'on travaille, en fait, sur le colmatage des gaines techniques. Alors là, justement, on se met en lien avec les gens du CEREMA ou Jurabat, Batisphère aussi, pour valider les produits qu'on peut utiliser. Sachant que le sous-sol, mais en fait, ça va être une chape béton sur la partie directe horizontale. Et sur les côtés, on est sur un sous-sol semi-enterré avec des pierres de construction donc, qui peuvent aussi transmettre le radon. L'idée étant de maintenir le radon dans ce sous-sol, enfin maintenir, en tout cas ne pas le faire monter dans les étages. Donc voilà, on a encore amélioré cet hiver, enfin, un petit peu avant l'hiver, les prises d'arrivée d'air et d'extraction pour qu'on ait un meilleur brassage du sous-sol. Et puis là, on est en train de finaliser notre mesure de 2024-2025 où on va envoyer les dosimètres en analyse. Donc, on recherche aussi des financements pour faire intervenir le CEREMA pour faire une analyse plus globale en fait, de notre bâtiment administratif où on se rend compte qu'on est en confinement assez rapidement. C'est-à-dire que quand on est seul dans une pièce, porte et fenêtre fermées, en moins d'une demi-heure, on sature, enfin, on dépasse les 800 PM sur sur Nos capteurs. nos capteurs. Mm. Et du coup, on va aussi regarder s'il faut qu'on ventile les étages, soit par des mortaises sur les fenêtres, soit ventiler les cheminées, soit on est en recherche de solutions actuellement. Donc, pour mener nos travaux donc, sur la qualité de l'air, puisqu'au-delà du radon, on va être concerné, nous, par la réglementation sur la qualité de l'air des ERP. On s'est outillé. Donc, ça nous permet ce genre de Capteurs. petits capteurs qui nous permettent de mesurer le confinement, le taux de CO2. Donc, voilà. C'est les mêmes capteurs qui ont été utilisés sur la crèche aussi, tout à l'heure. On utilise toutes les plateformes qui ont été mises en place. Donc là, c'est la plateforme qui a été mise en place par l'AFNO AirProx parce que c'est la qualité de l'air extérieur qui influence la qualité de l'air intérieur puisque quand on ouvre les fenêtres, ça entre dans le bâtiment. Donc ça, c'est les différentes études sur notre site, donc les particules fines et un petit peu moins fines, le dioxyde d'azote. Donc nous, comme je vous disais, on est à la campagne, donc on a des assez bonnes valeurs sur la qualité de l'air extérieur. On utilise aussi la plateforme GeoRisque pour vérifier les risques que nous avons, notamment le radon. On est heureux d'apprendre qu'on n'a pas d'argile parce que c'est la seule chose qui va bien. Chez nous, on n'aura pas de fissures. Et on vient de découvrir du coup la nouvelle aussi petite plateforme sur la qualité de l'air que l'ATMO et de la Loire a mis en ligne et on va l'essayer pour nous aider justement dans notre démarche de qualité de l'air. Donc c'est ça, Diag qualité de l'air.
Donc, on est toujours dans la poursuite de nos travaux de remédiation du sous-sol de l'administratif, puisque pour la masse 1, c'est résolu. L'amélioration globale du renouvellement d'air et des autres polluants, pour améliorer, pareil, la concentration de radon à l'intérieur du bâtiment et des autres polluants, qui fait qu'on prendra un petit peu d'avance sur la réglementation à venir. On cherche à améliorer toujours le confort aussi bien des salariés que des résidents sur l'été. Donc, c'est les systèmes de ventilation, l'acculturation individuelle des salariés. Alors là, le radon a été une bonne porte d'entrée parce qu'il y a eu plein de questions. Poursuite de la démarche sur les autres bâtiments, parce que là, comme on a la décennale qui arrive sur d'autres bâtiments, on va faire nos relevés, mais on est en train aussi, à chaque hiver, de faire des automesurages pour vérifier qu'il n'y a pas eu défaut sur la membrane ou quoi que ce soit. On préfère ne pas attendre, en gros, 10 ans. Si on peut agir avant, c'est mieux. Et puis, on met en place une organisation pérenne, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas perdre l'historique qui est dans la tête de Jean-Luc. Voilà, puis ça, c'est le slogan d'Amandine, un volet en moins, une chance en plus. Merci Claudia et Christian pour cette présentation. Donc en fait, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça représente plusieurs mois de travail, voire je pense qu'on commence à passer années. Donc merci pour tous ces éléments. Alors au niveau des questions, on a une question. Comment faites-vous l'automesurage? Eh bien, on commande des petits dosimètres, les mêmes que commande notre prestataire. Seulement, nous, on les commande en direct et puis on les pose, puisqu'on a été formé via la sensibilisation du RESET à comment poser un dosimètre, où le poser. Et on les laisse 2 mois, on les récupère, on les renvoie au fournisseur qui nous envoie son petit rapport avec les tableaux que vous avez vus, les taux. Et on sait qu'il faut qu'on soit en dessous de 300. Alors, quand on est en dessous de 100, c'est qu'on n'a pas de souci de ventilation. Entre 100 et 300, c'est qu'on peut avoir un souci de ventilation, mais bon, on est en dessous des préconisations, donc il n'y a pas trop d'affolement. Entre 300 et 600, ça va, je dirais encore, mais il faut commencer à agir puisqu'on est au-delà. Et puis après, quand on commence à monter, c'est plus embêtant parce que là, il faut informer plein de monde si on n'arrive pas à réduire le radon dans le bâtiment. Merci Claudia pour tous ces éléments vraiment précis parce qu'effectivement, pour le radon, l'OMS recommande 100 becquerels par mètre cube et la valeur réglementaire en Europe, c'est 300 becquerels par mètre cube. Et il est bien important d'être formé finalement à ces enjeux pour avoir la remise en perspective par rapport aux enjeux sanitaires. Parmi les questions, on a parlé de la plateforme AirProx. Est-ce que les autres régions prévoient des plateformes similaires? Alors, AirProx, au départ, est à destination des collectivités pour aider les collectivités qui appliquent la réglementation sur la qualité de l'air intérieur. Là, l'idée, c'est que cette plateforme dédiée aux collectivités, les établissements médico-sociaux qui seront visés par la réglementation qualité de l'air intérieur, puissent aussi se l'approprier et que les informations que l'utilisation de cette plateforme soit la plus efficiente possible pour accompagner les établissements. On est surtout sur le volet prise de conscience de l'environnement extérieur, comment il peut interagir sur la qualité de l'air intérieur. Et il y a encore beaucoup de choses à développer parce qu'aujourd'hui, l'accès est au niveau du programme RESET ou avec les sites pilotes comme les EPARS ou la CNFC. Mais l'idée est bien de construire une amélioration de ces outils. On n'a que 2 régions qui ont des outils comme ça, c'est nous et Pays de la Loire. Enfin, Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire. Pour l'instant, donc voilà, les accès sont restreints, mais on construit les outils pour le futur. Et la plateforme DIAC-QAI vient d'Atmo Aura. Et là aussi, on aimerait de futures améliorations pour que cela réponde au mieux aux attentes et aux besoins des établissements pour leur simplifier la vie.
Je me suis permise de répondre en direct, c'était plus simple. Et ah oui, puis il y a un autre commentaire. Oui, pensant que la mesure de radon était électronique en temps réel. Et là, non, on s'est rapproché le plus possible de ce qui est préconisé et réalisé par les organismes agréés. L'intervention d'un organisme agréé pour la mesure du radon, c'est dans le cadre réglementaire, mais lorsqu'on fait des travaux de remédiation à la problématique du radon, rien n'empêche de faire de l'automesurage, car on est en aveugle et justement pour améliorer, évaluer l'efficacité de ces travaux. Donc en automesurage, comme l'a très bien dit Claudia, c'est en termes d'enjeux financiers, on n'est pas du tout dans la même gamme. Et puis après, l'idée, c'est que lorsque tous les travaux auront porté leurs fruits, c'est qu'un organisme agréé intervienne pour valider justement ces travaux intermédiaires et ces automesurages. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Non, apparemment dans le chat, cela semble assez calme. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer donc au dernier volet, en passant la main à Nathalie Floret, responsable du CEPIAS, donc du Centre de prévention des infections associées aux soins de Bourgogne-Franche-Comté, sur l'intérêt peut-être d'une approche intégrée à développer sur les enjeux de la qualité de l'air intérieur. Nathalie, je te passe le bâton de parole. Bonjour, merci pour cette invitation. L'écran, c'est tout bon? Oui, parfait. Super. Donc bonjour à tous. Alors plus qu'un outil tel que le carnet sanitaire de l'air, ce que je vous propose, c'est davantage de partager avec vous une réflexion que nous avons amorcée à la publication de ce qu'évoquait tout à l'heure Karine, en l'occurrence la publication des recommandations respiratoires 2024 de la Société française d'hygiène hospitalière. Donc, ça sont des éléments qu'a déjà porté à votre connaissance le docteur Berdeloux, mais je reprends succinctement. Donc, 80% de notre temps que nous passons en intérieur avec un air qui peut être 10 fois plus pollué que celui que l'on retrouve à l'extérieur, avec différents types de polluants qui viennent du sol, avec la radioactivité naturelle, des friches pour les sols pollués s'il y avait une construction dessus, de l'activité en fait des personnes qui occupent les lieux, de l'air extérieur et du bâtiment. Et comme dit Santé publique France, un bon renouvellement de l'air intérieur est donc indispensable pour limiter l'exposition des individus à un grand nombre de polluants, et c'est donc un enjeu majeur pour notre santé. Alors les préoccupations de santé publique de la qualité de l'air intérieur ne sont pas récentes, elles datent de plusieurs années, maintenant plus de 10 ans. Elles se retrouvent dans différents textes comme le Code du travail, de la santé publique, de l'environnement, et ont pour objectif à la fois de protéger les professionnels, mais également les personnes fragiles. Pour ce qui concerne en fait les établissements, les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, c'est attendu qu'elles soient respectées normalement à partir du 1er janvier 2025, mais à date, en fait, les décrets d'application ne sont pas encore disponibles. Alors, il y a le plan national santé-environnement, il y a le PRSE 4 pour la Bourgogne-Franche-Comté, et puis le fameux guide en fait, des recommandations pour la prévention de la transmission par voie respiratoire, publié donc à l'automne 2024, où il y a un certain nombre de recommandations, dont la R2 à la R11, qui fait appel en fait à la qualité de l'air intérieur. Alors l'idée, c'est que ces nouvelles recommandations on ne balaye pas d'une main les précédentes, mais mettent en fait dans la matrice de réflexion la qualité de l'air intérieur. Avant, on s'appuyait en fait sur le pathogène et puis la manière en fait dont il pouvait être émis par la source et dont il pouvait rester dans l'environnement. Et grosso modo, c'était assez binaire et probablement trop simpliste pour refléter correctement la réalité. Là, tout de suite, en fait, dans la matrice décisionnelle, on va un peu plus loin et on continue à prendre en fait les caractéristiques du micro-organisme, sa dangerosité, le taux de réplication, pardon, sa survie dans l'environnement, mais on a aussi la nature et la durée de l'exposition selon le geste que l'on va faire, mais également en fait la conformité de la ventilation. Et c'est par ce biais-là en fait que nous rentrons finalement sur cette même exigence que d'autres ont sur la qualité de l'air intérieur pour maîtriser les expositions des gens,
par l'axe finalement du risque infectieux. Alors j'aime bien le titre en fait d'un article publié dans le Moniteur au mois de février 2025, qualité de l'air intérieur, assainir l'atmosphère pour limiter la contagion, c'est exactement ça finalement. Et c'est finalement un bel enseignement de la crise Covid. Et rentrer finalement par l'apport du risque infectieux, ça va nous permettre de soutenir finalement tout ce que les uns et les autres font d'ores et déjà dans les établissements pour continuer à inciter les propriétaires ou les gestionnaires à s'engager dans cette préoccupation, à sensibiliser les occupants et à mettre en œuvre le plan d'action, en sachant que, comme c'est réglementaire, a priori, si ce n'est pas respecté, il peut y avoir en fait quelques sanctions, dont des sanctions financières. Alors l'enjeu qui est le nôtre, c'est ambitieux, c'est enthousiasmant, c'est pas simple, mais c'est quand même celui qu'on tente à installer en région. Donc c'est identifier les acteurs qui ont des objectifs convergents de maîtrise de la qualité de l'air et fédérer leur expertise. L'idée, en fait, c'est pas de travailler en silo comme on peut le faire sur plein d'autres sujets par ailleurs, mais c'est de mettre en fait de la transversalité, de créer des interfaces entre des gens en fait qui n'ont pas les mêmes compétences, mais qui ont un même objectif en fait sur une finalité de la maîtrise de la qualité de l'air. Donc nous sommes une structure régionale d'appui pour la prévention et le contrôle de l'infection, et l'idée en fait c'est qu'on puisse avec d'autres opérateurs essayer de créer en fait une task force régionale pour justement engager, guider, soutenir nos structures cibles en s'appuyant sur la complémentarité de nos expertises. Et l'idée, en fait, c'est qu'in fine, on propose à ces gens-là une vision cohérente qui prenne en compte les enjeux de chacun dans une approche transversale et non en silo. Ça donne de la lisibilité, de la clarté, ça évite finalement peut-être des injonctions paradoxales, ou en tout cas des messages qui pourraient être considérés comme tels, et finalement pour simplifier l'application des attendus réglementaires. Alors tout cela, on ne le fait pas tout seul, bien évidemment. Donc il y a un des grands acteurs, c'est le pôle énergie, et puis le réseau RISET, en fait, des établissements de santé en transition, sur lesquels il y a un axe fort sur la QAI et le confort hygrothermique, bien évidemment, auxquels nous pouvons être associés sur différents axes, en partenariat, QAI risque infectieux, QAI confort d'été et QAI exposition chimique. Là, la porte d'entrée étant s'appuyant sur les recommandations respiratoires, confort d'été pour éviter les problématiques en fait, d'exposition des personnes, et notamment des personnes les plus fragiles aux fortes chaleurs estivales, et pour ne pas reproduire en fait, ce qui s'est passé à l'été 2003. L'exposition chimique, c'est ce que disait Amandine Berdelou tout à l'heure, c'est réduire en fait les références et simplifier et éviter la chimie le plus possible pour éviter en fait de contaminer un environnement. Donc sur tous ces axes-là, on peut être en interface sans difficulté. Alors ce rationnel de la réflexion en Bourgogne-Franche-Comté, on l'a, mais on ne l'a pas tout seul, on le partage. Et on travaille avec des acteurs qui se connaissent déjà. En fait, c'est le pôle énergie que je viens de citer, mais également l'Agence régionale de santé, sur lesquels nous sommes engagés tous les trois sur un projet, alors pour un autre fluide qui est l'eau, et l'eau chaude sanitaire en l'occurrence, mais sur lequel on a proposé un projet de dispositif expérimental en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on se connaît, on sait en fait quelles sont les compétences de chacun, on sait les mutualiser, on sait pas les mutualiser, les fédérer, justement pour essayer de construire quelque chose d'opérant pour nos établissements cibles. Alors l'idée, en fait, serait de formaliser, de valider un projet porté par ces trois acteurs en région, d'enrichir cette équipe régionale pilote de différents acteurs, d'associer le monde de la santé au travail, par exemple, le monde du bâtiment, et puis peut-être des établissements, alors un tout neuf et un plus ancien, pour essayer en fait de travailler, pour nous donner des billes en fait sur des expériences que nous pourrions mettre en place, des retours d'expériences que nous pourrions proposer à d'autres établissements, pour essayer en fait d'asseoir le programme.
Alors bien évidemment, nous, CEPIAS, nous nous appuyons en fait sur nos forces vives qui sont dans les établissements de santé, les équipes opérationnelles en hygiène et dans les établissements médico-sociaux, les équipes mobiles d'hygiène. Et l'idée en fait serait de les outiller, de les former, de les acculturer pour participer à la surveillance de la qualité de l'air. Non pas qu'ils vont se substituer en fait aux opérateurs techniques d'ores et déjà présents ou à qui en fait cette tâche est confiée dans les établissements, mais plus à visée pédagogique, de manière à ce qu'ils puissent, quand il y a une problématique en fait infectieuse dans un établissement, venir être en capacité de mesurer en fait le CO2 pour avoir une boucle de retour, finalement un feedback sur un environnement particulier et pouvoir ajuster en fait des recommandations de bonnes pratiques de prévention du risque infectieux. Alors cela, l'idée en fait, c'est de construire quelque chose sur 2 sites écoles, donc un établissement ancien et un plus nouveau, avec un plan d'accompagnement qui serait spécifique et de partager en fait cette expérience. Alors en région bien évidemment, nous d'alimenter aussi la réflexion que nous avons au niveau de l'ensemble des 17 CEPIAS au niveau national et accessoirement bénéficier de l'expérience des 16 autres CEPIAS pour essayer d'optimiser le travail de chacun. Alors pour la qualité de l'air intérieur, je ne vais pas m'étendre, mais il y a des outils, il y a déjà un arrêté, je crois qu'il date de 2022 pour les caractéristiques du CO2, il y a une plaquette du SCSTB qui est extrêmement bien faite pour dire pourquoi on l'utilise, quand, par qui, comment, et ainsi de suite, et comment on les interprète. Mais encore une fois, l'idée étant de donner en fait à nos ressources la capacité, alors déjà les acculturer à ce genre d'outils, et d'être en capacité en fait de donner des conseils de gestion, de prévention du risque infectieux. Donc au final, ce projet est ambitieux à différents titres, mais ça nous fait sortir aussi de notre zone de confort. Alors, chose qu'on avait fait avec l'eau, parce qu'on peut donner des conseils, parce qu'on connaît en fait l'écologie, enfin, voir où vit Legionella pneumophilia et ainsi de suite. Mais après, quand on a besoin de techniques, il faut s'entourer en fait des personnes et travailler avec les personnes qui ont ces compétences que nous n'avons pas. Et c'est exactement la même chose finalement pour l'air. Ça met en exergue la nécessité du coup de fédérer des expertises complémentaires au bénéfice de tous. Et puis encore une fois, cela nous ouvre la porte sur d'autres axes qui vont in fine permettre de maîtriser aussi la qualité de l'air et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la réduction en fait de la chimie dans les établissements. En agissant sur la source, mais en agissant également en lien avec les établissements sur l'organisation du travail et sur les pratiques pour diminuer au mieux les dispositifs qui sont de nature en fait à impacter sur la qualité de l'air intérieur. Je vous remercie. Merci Nathalie pour cette conclusion, cette phase conclusive, mais finalement qui augure de nouvelles pistes de travail pour le futur où effectivement on va faire converger les enjeux de court terme avec les enjeux de moyen long terme avec l'exposition passive aux produits chimiques ou la gestion du risque radon. Et cette notion d'approche intégrée pourrait être peut-être une réponse, en tout cas un accompagnement facilité pour les établissements pour s'approprier ces enjeux. On pourrait avoir exactement des démarches parallèles pour d'autres cibles. Et donc, c'est aussi l'intérêt de partager nos travaux au plus grand nombre. Alors, il y a une question dans le chat. Quel est l'échéancier du coup des travaux engagés? Seront-ils rendus publics? Alors, en termes d'échéancier, alors là, vous êtes au stade de la naissance. Après, je pense que c'est au niveau du programme du pôle énergie, donc représenté par David Boileau, qui est coordinateur du programme RISET, et Stéphanie Jimenez, la directrice du pôle énergie, avec le CEPIAS et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, que les travaux vont plus se mettre en œuvre. Donc ça, voilà. Moi, en termes de temporalité, je ne pourrais pas m'engager. David, je ne sais pas si tu veux compléter justement sur ces aspects-là. Côté rendu public, oui, l'idée, c'est bien évidemment de les partager parce qu'on est au bénéfice des établissements et l'idée, c'est d'aider tous les établissements à prendre en compte ces enjeux qui ont, vous l'avez vu, un impact sanitaire.
Je me permets de vous partager en fait une diapo pour conclure en fait ce webinaire. J'espère que vous pourrez le voir. Donc, en conclusion, l'idée d'avoir créé ces sites pilotes, c'est pour aider les autres établissements, justement, où la méthodologie, on la teste, on la met en place, on a peut-être des écueils, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'appliquer de façon opérationnelle la théorie. Vous l'avez compris, vous avez des acteurs pour vous accompagner, donc avec le CEPIAS, Atmo Bourgogne-Franche-Comté, le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est porteur donc du programme RESET. L'objectif, c'est de conserver des bâtiments sains, car c'est vraiment un enjeu de la transition énergétique avec la décarbonation du monde de la santé. Il faut vraiment avoir à l'esprit il ne faut pas il ne faut pas trop décorréler les matières, c'est transversal, ça peut paraître plus complexe, mais justement, c'est cet accompagnement pluridisciplinaire qui va vous permettre de prendre en compte ces enjeux dans le futur. Juste pour terminer, je vois s'il y a d'autres questions. Ah oui, je vois qu'il y en a d'autres avant de terminer. Est-ce qu'on a connaissance du hub air et énergie? Alors, personnellement, moi, oui. Ce sont des thématiques qu'on suit. Après, pour les autres acteurs, je ne sais pas, mais c'est là l'intérêt de mettre de l'expertise aux côtés des établissements pour justement s'approprier ces sujets et suivre aussi les autres thématiques. Et c'est là aussi, c'est rassurant, c'est qu'on n'est pas les seuls à penser, à travailler sur ces enjeux sanitaires en lien avec la transition énergétique. D'avoir d'autres démarches parallèles, c'est assez rassurant. Et donc, je tiens à remercier, si je ne vois pas d'autres questions, toutes les personnes qui étaient présentes autour de cette visio. Pour moi, c'est la dernière. En fait, j'étais très contente de porter ces thématiques dans le cadre du programme RESET. Nous avons une nouvelle collègue au sein du programme, Virginie Demesky, donc que vous aurez l'occasion de rencontrer à l'occasion des webinaires. Voilà, c'est pour moi une autre page professionnelle qui se profile. Je ne sais pas si Nathalie ou Amandine, vous souhaitez apporter un mot de la fin. Mais voilà, donc j'espère que ce seront plein de projets, plein de futurs projets, en tout cas sur ces enjeux de santé dans le bâtiment. Et vous retrouverez toutes les présentations, bien évidemment, sur le site RESET. On a fini avec un petit peu d'avance. Je vois une dernière question. Y a-t-il dans les personnes présentes à ce webinaire qui rencontrent des difficultés sur les enjeux de la transition énergétique dans les établissements scolaires avec la QAI? Oui, il est possible qu'il y en ait, mais comme ce webinaire était dédié aux établissements sanitaires et médico-sociaux, il y a beaucoup de choses dont vous pouvez vous inspirer parce que pour les établissements scolaires, vous avez la réglementation radon et vous avez déjà en application la réglementation sur la qualité de l'air intérieur. C'est pour ça d'ailleurs que l'information avait été partagée dans le réseau des éclaireurs, justement pour vous permettre de vous en inspirer. N'hésitez pas à vous rapprocher des sites pilotes ou de l'ARS ou d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence et puis je ne vous souhaite que le meilleur. Donc, prenez en compte ces sujets de santé environnementale. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.